Alors aujourd'hui, on plonge dans une des œuvres les plus importantes, mais aussi les plus déroutantes de la philosophie du XXe siècle. On va essayer de voir ensemble comment Ludwig Wittgenstein a littéralement retourné notre façon de comprendre le langage. Tout commence avec cette image que Wittgenstein emprunte à Saint-Augustin. C'est une idée qui semble hyper intuitive, de bon sens. On apprend à parler en associant des mots à des objets. Un peu comme si on se baladait en collant des étiquettes sur tout ce qui nous entoure. Et voilà la question qui va tout faire basculer. Et si cette vision, si simple, si évidente, nous avait en réalité complètement mis sur une fausse piste? C'est le point de départ de toute la réflexion de Wittgenstein, et ça va nous forcer à repenser complètement ce qui est en mots. Ok, donc, creusons un peu cette vieille idée. Le modèle d'Augustin, c'est simple. Chaque mot correspond à un objet. La signification du mot « chaise », eh bien, c'est la chaise. Difficile de faire plus direct, non ? À première vue, ça se tient. Le langage serait une sorte de gigantesque catalogue du monde. Le problème, c'est que cette image crée d'énormes confusions dès qu'on tombe sur des mots qui ne nomment pas un objet concret. Pensez-y une seconde. Des mots comme « mais »,« peut-être »,« bonjour », ou même des concepts plus abstraits comme la justice ou l'espoir. Quelle étiquette on colle là-dessus ? Ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. C'est précisément pour sortir de cette impasse que Wittgenstein va proposer une métaphore beaucoup plus puissante. Il nous dit « Arrêtez de penser au langage comme un catalogue, pensez-y plutôt comme une boîte à outils ». Et là, la perspective change du tout au tout. Dans une boîte à outils, il y a un marteau pour planter des clous, un tournevis pour visser, une clé à molette pour serrer. Chaque outil a une fonction bien précise. Eh bien, pour Wittgenstein, c'est pareil avec les mots. Leur signification, ce n'est pas l'objet qu'ils désignent, c'est ce qu'on fait avec eux, c'est leur usage. Pour bien décrire ça, Wittgenstein a inventé un concept qui est devenu absolument central, le jeu de langage. Alors attention, quand il dit « jeu », il ne parle pas de s'amuser, pas du tout. Un jeu de langage, c'est le contexte global, la situation pratique, l'ensemble des actions dans lesquelles un mot prend son sens. Il suffit de regarder tout ce qu'on fait avec le langage. On donne un ordre, on raconte une blague, on décrit quelque chose, on remercie, on salue. Chacune de ces actions est un jeu de langage, différent, avec ses propres règles, son propre but. On est très très loin de la simple idée de nommer des choses. Le langage est une activité incroyablement diverse. Alors cette idée de la diversité des jeux nous amène à un autre concept majeur. On a cette tendance, presque une obsession, à vouloir trouver la définition unique et parfaite pour chaque concept. Wittgenstein va nous montrer que cette quête est souvent vouée à l'échec. Pour nous le prouver, il prend cet exemple devenu ultra célèbre. Pensez à tout ce qu'on appelle un jeu. Le foot, les échecs, le poker, le solitaire. Y a-t-il vraiment une seule et unique caractéristique qu'on retrouve absolument partout ? Regardons d'un peu plus près. Les jeux de société, souvent de la stratégie. Les jeux de ballon, plutôt de l'habileté physique. Les jeux de cartes, la chance y joue un grand rôle. Certains se jouent en équipe, d'autres sont compétitifs, d'autres encore se jouent seuls. On voit bien qu'il y a des points communs, des recoupements, mais aucune caractéristique n'est universelle à tous les jeux. Et voilà le point crucial, magnifiquement décrit par Wittgenstein lui-même, il n'y a pas d'essence commune, pas de noyau dur. Ce qu'il y a, c'est ce réseau compliqué de ressemblances qui se chevauchent. Pour illustrer ça, il utilise une autre image géniale, l'air de famille. C'est exactement ça. Dans une famille, l'un a le nez de son père, l'autre les yeux de sa mère, un troisième le sourire de sa tante. Personne ne possède tous les traits familiaux, et pourtant on reconnaît sans peine qu'ils appartiennent tous à la même famille. Eh bien c'est pareil pour des mots comme « jeu ». Bon, mais alors, à quoi ça sert tout ça ? On en arrive au but final de la démarche de Wittgenstein. Pour lui, le rôle de la philosophie, ce n'est pas de bâtir de grandes théories sur le monde, mais plutôt de nous soigner de nos propres confusions mentales. Le diagnostic de Wittgenstein est radical. Les grands problèmes philosophiques ne sont pas des mystères profonds sur la réalité. Ce sont les symptômes du fait qu'on est tout simplement perdu dans notre propre langage. On est comme dans une pièce qu'on a soi-même rangée, mais dans le noir, et on ne sait plus où on a mis les choses. Il nous propose donc de changer complètement notre regard. Les questions du genre « qu'est-ce que la vérité ?» ou « qu'est-ce que le beau ?» ne cherchent peut-être pas une réponse cachée dans l'univers. Elles révèlent plutôt qu'on est embrouillé par les mots qu'on utilise. Et là, attention aux mots grammaire. Il ne parle pas du tout des règles de conjugaison qu'on apprend à l'école. Pour lui, la grammaire d'un mot, ce sont ses règles d'utilisation dans un jeu de langage particulier. La confusion philosophique naît quand on prend les règles d'un jeu et qu'on essaye de les appliquer à un autre jeu. C'est comme vouloir faire un échec et mat avec les règles du Monopoly. Ça ne peut pas marcher. Cette citation, elle est puissante. Elle résume tout. La philosophie devient une sorte de
thérapie. Son but n'est pas de construire des systèmes, mais de dissoudre les problèmes en nous montrant comment le langage nous a, en quelque sorte, ensorcelés, piégés dans de fausses questions. Et on termine donc sur cette question, qui est vraiment le cœur de l'héritage de Wittgenstein. Qu'est-ce qui se passe quand on mélange les règles des jeux? La réponse, c'est la confusion philosophique. En revenant à la manière dont les mots fonctionnent réellement, dans leur contexte, dans la vie de tous les jours, on apprend non seulement à mieux communiquer, mais surtout on apprend à défaire les nœuds que notre propre pensée a créés.